Maintenant, pour terminer ces séquences d'initiation à l'hydraulique sous pression, je vous propose 3 exercices un peu casse-tête, particulièrement adaptés au réseau d'alimentation en eau potable. Si vous arrivez à refaire ces 3 exercices sans difficulté, vous saurez être de bons ingénieurs et être particulièrement à l'aise dans les calculs de ces réseaux d'alimentation en eau potable. Un premier exercice concerne la modélisation, donc c'est une sensibilisation, quelle approche avant de modéliser, puisque l'utilisation des logiciels de modélisation en hydraulique sous pression sur les réseaux d'eau potable est pratiquement obligatoire maintenant. Avant de vous lancer dans des calculs de dimensionnement de réseaux d'alimentation en eau potable et l'utilisation de logiciels de modélisation comme EPANET, Piccolo ou Porto, je vous propose un petit exercice très intuitif de sensibilisation à cette modélisation à partir d'un réseau d'alimentation en eau potable très simplifié, un réservoir, une conduite principale, un réseau avec une maille, donc avec deux tronçons, et puis je place sur ce réseau d'alimentation en extrémité une borne incendie que je vais ouvrir plus ou moins, et je vais essayer de vous faire deviner un petit peu ce qui va se passer dans ce réseau. Je mesure par exemple à l'aide d'un débitmètre un débit de 45 m3 et parallèlement avec un manomètre installé juste avant la vanne de réglage de sortie du poteau d'incendie, je mesure la pression résiduelle dans le réseau. Et ma question, qui peut être réglée pratiquement de tête, sans écrire, sans équation, la question que je vous pose, c'est ce débit de 45 m3 qui sort du réseau, comment il se répartit dans ces 2 tronçons, sachant qu'ils ont le même diamètre. On va prendre donc le même diamètre ici et là, mais par contre, de A à B, par le trajet le plus court, j'ai une longueur de 1000 mètres, et par le trajet le plus long, j'ai une longueur de 4 km. Et en quelques minutes, de tête, vous devez pouvoir calculer les proportions du débit de 45 m3, que l'on retrouve évidemment ici aussi. 45 m3, comment ils vont se répartir dans les 2 mailles? Voilà ma question. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai dû vous expliquer une base de l'hydraulique et des pertes de charge, qui est que la perte de charge unitaire en mètres de colonne d'eau, donc en pression, par mètre linéaire de canalisation, donc cette perte de charge unitaire était fonction de la vitesse au carré à l'intérieur de vos réseaux. Ça veut dire que si vous doublez une vitesse dans une canalisation, vous allez multiplier par 4 la perte de charge unitaire, les frottements qui sont dus à la fois au frottement contre les parois et aussi à la viscosité du liquide. Si vous multipliez votre vitesse par 3, vous aurez une perte de charge environ 9 fois plus forte dans vos réseaux. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait au carré. Si on utilise les formules hydrauliques, on trouve que c'est plutôt à la puissance 1,9. Mais ça, on va arrondir pour simplifier nos calculs, et ce n'est pas cette approximation qui sera importante. Donc maintenant, pour la résolution de cette petite question piège, c'est relativement simple. Vous prenez les 2 nœuds A et B de votre maille et vous raisonnez en perte de charge le long du trajet le plus court et le long du trajet le plus long. Les pressions en A, quel que soit le réseau, donc vous avez une pression en A, vous avez une pression en B, et la perte de charge entre A et B est la même que vous passiez par le trajet le plus court ou par le trajet le plus long. Et vous écrivez que la perte de charge totale
J, perte de charge totale, c'est la perte de charge unitaire en mètre par mètre multipliée par la longueur. Donc si vous l'appliquez sur le tronçon court, vous aurez J de A à B court par le trajet le plus court, c'est la perte de charge unitaire dans le tronçon AB court multipliée par 1000 mètres. Et puis vous écrivez la même chose sur le tronçon long, et vous aurez donc J de A à B sur le tronçon long multiplié par 4000 mètres. Et vous avez égalité des deux pertes de charge. Que vous passiez par le tronçon court ou par le tronçon long, vous avez la même perte de charge entre A et B. Donc ce qui vous dit ensuite que la perte de charge dans le tronçon long, ça va être un quart de la perte de charge dans le tronçon, donc ça c'est le long, dans le tronçon court. Ça veut dire que pour chaque mètre de canalisation, vous aurez 4 fois plus de perte de charge dans ce tronçon que dans celui-là. Et si vous revenez à notre principe de base de l'hydraulique sous pression, ou même de l'hydraulique en général, qui dit que quand on double la vitesse, on multiplie par 4 les frottements, c'est au carré, hein. Donc vous aurez comme conséquence que la vitesse dans le tronçon court va être 2 fois la vitesse dans le tronçon long. Ce qui veut dire que si j'ai les mêmes sections de A à B dans le tronçon court que dans le tronçon long, le débit est relié à la vitesse, le débit Q est relié à la vitesse et à la section, Q égale Vs. Comme on a la même section, ça veut dire que le débit dans le tronçon court va être 2 fois plus fort. On va avoir 2 ici. Ici, on va avoir 1. Et donc le total des deux, c'est 3. Et là, c'est 3. J'ai 2 tiers du débit qui passe par le tronçon court et 1 tiers qui va passer par le tronçon long. Ce qui veut dire que si j'ai mesuré 45 m3 à ma borne d'incendie, eh bien, je vais avoir 30 ici et 15 ici. Voilà. Sans utilisation d'aucun logiciel, uniquement en sachant que la perte de charge est liée à la vitesse au carré, vous avez déjà intuitivement compris comment aller se répartir ces débits. On va passer maintenant à quelques interprétations consécutives. Imaginez qu'avec un débit de 45 m3 à cette borne incendie, il me reste une pression résiduelle de 1,2 bar au manomètre. Donc ça veut dire que si ma borne d'incendie est à l'altitude 360, en statique par rapport au réservoir qui est à 400, normalement en statique je devrais avoir une pression de 40 mètres de colonne d'eau, ou 4 bars, j'arrondis, hein. 1 bar égale 10 mètres de colonne d'eau, c'est une petite approximation. Et si je ne trouve plus que 1,2 bar, ça veut dire que j'ai perdu 2,8 bars sur ce réseau. Donc la perte de charge totale, J, va être de 2,8 bars. Et maintenant, la question est de savoir si j'ouvre ma borne incendie à fond et qu'il ne reste plus aucune pression résiduelle au débouché de ma borne, c'est-à-dire que je retombe à la pression atmosphérique,
ça veut dire que j'aurais perdu 4 bars. Donc, quand j'ai fait ma mesure à 45 mètres cubes heure, il me reste 2,8 bars. Et je veux savoir maintenant, en ouvrant à fond, quel est le débit que je peux estimer. C'est très important de ne pas ouvrir les bornes incendie à fond lorsqu'on fait des exercices de mesure de pression ou de calage de modélisation, parce que ouvrir une borne incendie à fond est toujours sujet à petits dégâts dans les réseaux. On peut mettre en dépression certaines zones, on peut remobiliser des dépôts et rendre l'eau turbide. Enfin, c'est jamais bon d'utiliser une borne incendie à son maximum. Donc, moi, je conseille, quand on fait des calages de modélisation, avant de passer sur des modélisations sur logiciel, je conseille d'ouvrir les bornes incendie à débit moyen, de mesurer la pression résiduelle dans le réseau, et ensuite, par des calculs, de deviner quel est, ou de calculer le débit maximum de cette borne quand la vanne est ouverte à fond. Donc, je reviens à ma mesure. Tout à l'heure, j'avais perdu 2,8 bars. Je sais que je peux perdre 4 bars en ouvrant à fond. Quel est le débit qui va correspondre à cette perte de charge de 4 bars? Eh bien, 2,8 par rapport à 4, c'est 70%. Hein. 2,8 sur 4, ça vous fait 70%. Si j'ai utilisé 70% de la pression disponible, quel est le pourcentage de débit que j'ai utilisé? Eh bien, vous savez que pour aller de 70 à 100% du maximum, ça fait environ 1,4, 1,42. Hein, je multiplie par 1,42 ma perte de charge. Et si je multiplie par 1,42 ma perte de charge, ça veut dire que j'ai multiplié mon débit par racine de 1,42. Et si vous mettez 1,42 à la puissance 1,5, ça fait environ 1,20. Ça veut dire que mon débit de 45 mètres cubes heure, si je le multiplie par 1,2, donc si je l'augmente de 20%, je vais arriver au maximum de transit, des capacités de transit de mon réseau. Donc sans faire l'ouverture au maximum, vous voyez, en quelques calculs très simplifiés, je peux estimer que 45 fois 1,2, ça va vous donner 54 mètres cubes heure. Voilà. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir ma borne incendie à fond pour connaître le comportement de ce réseau grâce aux mesures que j'avais faites à ouverture réduite. Juste un aparté, c'est que sur les bornes incendie en milieu urbain, on demande réglementairement d'obtenir 60 mètres cubes heure. 54 mètres cubes heure, c'est déjà une belle valeur. En milieu rural, par contre, on se contente souvent maintenant de 30 mètres cubes heure. Une dernière recommandation avant de vous lancer dans une modélisation de réseau maillé. Regardez tout de suite l'ordre de grandeur du diamètre des canalisations. J'ai figuré par exemple ici des petites canalisations de 60 mm, 40 mm, 60 mm qui sont à l'intérieur de cette maille. Pour simplifier votre travail en première approche, regardez par rapport aux conduites principales les diamètres de ces conduites annexes et éventuellement supprimez-les dans vos premiers calculs. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on augmente un diamètre de peu, on augmente énormément les capacités de transit. Par exemple, si vous avez une conduite en 100 mm qui vous donne, par exemple, 50 mètres cubes heure, la conduite
à peine plus grande, en 125 mm, vous allez multiplier par 1,8 la capacité de transit. Donc vous allez arriver à 90 m3. En augmentant de 25% votre diamètre, en passant de 100 à 125 mm, vous allez augmenter d'environ 80% la capacité de transit. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à négliger des tout petits diamètres dans votre réseau, au moins en première approche, si vous voulez comprendre comment marche grossièrement votre réseau. Je suis très motivé à l'idée de ne pas attendre du logiciel qui vous aide à comprendre le fonctionnement. C'est à vous de deviner un peu comment va fonctionner votre réseau avant de vous lancer dans la modélisation et les calculs par des logiciels. Il faut savoir ce qu'on cherche et savoir comment bien utiliser le logiciel. Ce n'est pas le logiciel qui va vous aider à comprendre le fonctionnement d'un réseau. Merci.